reporter depuis 40 ans et à ce titre a voyagé dans plus de 140 pays pour couvrir la plupart des conflits du monde. Depuis son arrivée en Ukraine le 28 février 2022, après un passage par Cracovie en Pologne, il a rejoint successivement les villes de Lviv, située à l'ouest du pays, et de Kiev, la capitale au centre. Il y interroge les populations en exil ou celles restées sur place. Et évidemment, il les immortalise à l'aide de son appareil photo. Le photographe documente l'histoire. Tous les soirs et depuis un mois, il dévoile sur les réseaux sociaux ses impressions, le déroulé de sa journée et les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ce métier un peu particulier. Ce soir, pour ce nouveau sonorama, enregistré le dimanche 27 mars, il se livre à un exercice un peu spécial, puisqu'il répond aux questions des jeunes d'école primaire, de lycée, mais aussi du supérieur. Pour clore cette 33e édition de la Semaine de la presse à l'école, Éric Bouvet nous invite à une édition particulière dans laquelle il dévoile les coulisses de son métier. Et pour commencer, c'est à l'école primaire Pasteur-Lamartine à Perpignan, dans une classe de CE1, que nous retrouvons Cataléa. J'espère que tu vas bien et que ce n'est pas trop dur là-bas. Est-ce que tu as peur ? Oui, ça va bien, je ne suis pas à plaindre car personne ne m'a forcé à venir ici et à faire ce métier. Et si j'ai peur, oui, quand il y a des bombardements ou quand il y a des combats, parce que ce n'est jamais évident à gérer. Mais par contre, cette peur, il faut la maintenir donc au fond du ventre et surtout ne pas la laisser monter au cerveau, car c'est lui qui nous fait faire des erreurs et ça peut être très préjudiciable. Annie, de la même école, a une question plus précise encore. Comment tu fais pour rester en vie quand il y a des missiles ? Alors, des missiles, c'est pas toujours des missiles. Les bombardements, ça peut être aussi du mortier, des plus petits engins. Donc tous ne font pas les mêmes dégâts sur une distance donnée. Et tant que c'est en ville, on peut plus ou moins se cacher. Après, on ne sait jamais d'où ça tombe et effectivement, c'est assez compliqué à gérer. Donc quand on entend que ça peut arriver, on court se cacher en général dans un recoin de mur, dans une cour d'immeuble, dans une cave, voilà. Safouana s'interroge sur une composante essentielle de ton métier. On l'écoute tout de suite. Éric Bouvet, je m'appelle Safouane. Est-ce que c'est difficile de prendre des photos en Ukraine ? Quand il y a le chaos du départ, c'est toujours plus facile parce que les autorités n'ont rien mis en place, c'est-à-dire la police, les militaires, et là on peut travailler. Ensuite, quand ces autorités prennent les choses en main, c'est plus compliqué parce qu'ils nous interdisent les accès. Comme par exemple ici, c'est la première fois de ma vie en 40 ans de carrière, je crois, que je suis confronté à ne pouvoir aller dans aucun des deux camps. On ne peut pas aller au front, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. Donc pour des journalistes, c'est très ennuyeux de pouvoir faire correctement ce métier et de vous donner des informations neutres. Bonjour, je m'appelle Leandro, j'ai 7 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui t'empêchent de prendre des photos ? Oui, très souvent. Et pas seulement qu'ici, c'est le propre de mon métier, c'est que très souvent, nous dérangeons parce que nous montrons ce qui se passe. Et très souvent, c'est pas très agréable de montrer ce qui se passe pour les parties prenantes. Parce que la guerre n'est jamais propre, elle est toujours sale. Naël s'interroge sur la réaction des Ukrainiens face aux attaques. Je m'appelle Naël, j'ai 8 ans. Est-ce que tu comprends l'Ukraine ? Je comprends le fait qu'ils sont du côté de ceux qui subissent, puisque en l'occurrence ce sont les Russes qui ont attaqué et qui ont envahi le pays. Et il est tout à fait louable d'avoir de l'empathie. Après, ce qui est compliqué pour un journaliste, c'est qu'il faut essayer toujours de garder cette neutralité et de donner des faits. Et en l'occurrence, dans les sonoramas que j'ai faits avec Amaury, j'ai parfois laissé déborder mes émotions. Une petite fille pose une question assez fondamentale, peut-être la plus fondamentale de toutes, puisqu'elle interroge le sens de ton engagement. Bonjour, je m'appelle Akassa, j'ai 8 ans. Pourquoi tu vas travailler à la guerre et où c'est dangereux ? Pourquoi tu prends des photos de la guerre ? Mon métier de photographe, effectivement, m'a emmené dans de nombreux conflits depuis 40 ans, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi beaucoup travaillé sur du documentaire, sur du social, sur de l'humain, et ces derniers temps, je travaillais sur des paysages en montagne. Ce qui m'amène à
aller dans ces pays, là où se passent des faits historiques, en fait, c'est pour vivre cette histoire en direct, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire d'être, par exemple, sur le mur de Berlin quand il s'écroule, ou de serrer la main de Mandela le jour où il est libéré de prison. Tous ces faits historiques font que c'est une vie effectivement très forte et très riche. Autre question fondamentale quand on travaille sur un terrain de conflit, la question du retour. Et c'est un petit garçon, toujours de l'école primaire Pasteur-Lamartine, qui te la pose. Eric, j'espère que tu vas bien et que tu n'es pas en danger. Comment tu vas faire pour revenir? Alors, être dans un pays en guerre, oui, bien sûr, il y a toujours du danger. Ensuite, ça se mesure. Il y a des journalistes, par exemple, qui ne vont jamais au front, qui n'ont jamais entendu un coup de feu, mais qui peuvent venir, par exemple, en Ukraine et travailler avec des ONG ou travailler sur l'arrière pour faire des sujets justement plus magazines, par exemple, ou donner d'autres informations dont on a besoin aussi. Par exemple, comment les gens vivent à Kiev. Les gens ne savent pas, alors que dans Kiev, il y a très très peu de bombardements, entre guillemets, et les gens vivent normalement. Donc ce sont des sujets, effectivement, qui sont aussi intéressants. Donc je ne suis pas toujours en danger. Et comment je vais faire pour revenir? Eh bien, je vais prendre un train de nuit, puis un bus de nuit, pour sortir d'Ukraine et aller en Pologne, et puis je prendrai l'avion de Varsovie à Paris. La petite Elisa s'interroge sur les conditions de vie des reporters sur place. Sa question est complétée par une autre portant sur le même sujet. On écoute les enfants. Tu fais des photos en Ukraine? Où est-ce que tu dors là-bas? Où est-ce que tu dors quand il y a des bombardements? Je dors dans un hôtel parce que dans Kiev, la vie continue. C'est une vie quasi normale, sauf que plein de magasins sont fermés. Il ne reste que les magasins d'alimentation pratiquement, mais des restaurants rouvrent, des cafés rouvrent. Aussi incroyable que ça puisse paraître pour vous qui n'êtes pas là. La vie continue. Les gens vont marcher, ils font leurs courses, il faut bien qu'ils mangent. Le plus compliqué, c'est qu'ils n'ont plus de travail, donc ils n'ont plus d'argent. Où est-ce que je dors quand il y a des bombardements? Je dors dans mon lit à l'hôtel, je ne bouge pas parce que les sirènes, il y en a toutes les heures. Et si on les écoutait, on dormirait dans un bunker en bas et c'est beaucoup moins confortable. On conclut avec une question d'Elios, cette fois en classe de CM1 à Thuir, qui demande pourquoi tu es parti en Ukraine. Étant donné que tu as déjà répondu à cette question, on va le laisser t'interroger sur les risques bien réels de ton métier, en Ukraine comme ailleurs. Pourquoi faites-vous des photos de la guerre et êtes-vous déjà blessé? Non, j'ai eu un accident de char en Tchétchénie où je me suis retrouvé avec des problèmes dans le dos et un pied cassé pendant des combats. Mais sinon, non, j'ai que 5 balles qui m'ont touché, mais j'ai pas été blessé, donc qui m'ont effleuré. Sinon, oui, j'ai été soufflé, je sais plus combien de fois par des explosions. Et miraculeusement, je n'ai rien vu. Merci pour tes réponses, Eric. Et nous filons au lycée Beau Séjour de Narbonne. On commence avec une série de questions d'élèves de seconde. Et c'est Thibaut qui les formule. Pour commencer, par l'intermédiaire de vos photos, n'avez-vous pas peur de blesser quelqu'un? C'est une bonne question. En l'occurrence, j'ai loupé énormément d'images parce que je me suis beaucoup censuré dans ma vie, justement, parce que je tiens à garder la dignité des gens. Et là, j'ai été confronté ici, dans ce pays, justement, à ce problème de que faire avec cette image. Et c'était l'image de pillards qui avaient été attrapés par les autorités et qui les ont ficelés à des poteaux. Ils les ont laissés nus pendant, je ne sais plus, une grosse heure, je crois, au vu des gens qui passaient. Et donc, c'était très, très, très indélicat parce que je n'ai pas réussi à savoir s'ils étaient vraiment coupables ou pas. C'est très compliqué à gérer, c'est une bonne question, mais en l'occurrence, j'essaye toujours de faire attention aux gens. Oui. Le métier vous plaît toujours autant qu'avant? Mais je répondrai toujours plus. Ce métier est très enrichissant parce qu'il nous permet de rencontrer des gens extraordinaires, aussi bien des gens tout en haut, que ce soit des présidents de la République, que ce soit par exemple Nelson Mandela pour le plus connu, qui était quand même un sacré moment,
Et puis aussi de voir comment vivent tous ces gens, qui soient de tous niveaux sociaux. Et c'est très enrichissant, par exemple, de pouvoir descendre dans la mine avec des mineurs de fond, de charbon, de pouvoir vivre avec des pêcheurs en haute mer, de pouvoir travailler avec des chirurgiens qui font des greffes de cœur, par exemple. Voilà, c'est très très varié, c'est extrêmement enrichissant et j'ose dire que c'est le plus beau métier du monde. Quelle est la photo dans votre carrière qui vous a le plus choqué? Je crois qu'une des premières que j'ai faites, c'était l'histoire de la petite Oméra en Colombie qui était coincée à cause d'une coulée de boue d'un volcan et qui est morte juste après que j'ai pas attendu qu'elle meure. Ça faisait déjà, je sais plus, je pense au moins 2 jours, 2 nuits qu'elle était coincée et personne ne pouvait la sauver parce qu'il n'y avait pas de pompe pour aspirer l'eau. Elle était bloquée sous des plaques des murs de ciment, je crois. Et les secours étaient là, personne ne pouvait rien faire pour la sauver. Et quand je suis arrivé, oui, c'était un choc. Et cet enfant a dit à la télé avant qu'elle meure, maman, je t'aime très fort, dis à papa que je l'aime aussi, embrasse mon petit frère. Enfin, c'était assez horrible et je n'ai pas attendu. Je suis resté très peu de temps et je suis parti. Et c'était la première grosse claque que j'ai prise dans ce métier. Toujours au lycée Beau Séjour de Narbonne, Raphaël et Valentin prennent la parole pour leur classe, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les questions sont nombreuses et de nature très différente. Est-ce que la décision de partir en Ukraine était dure à prendre? Non, au contraire, j'ai, entre guillemets, tout fait pour partir, parce que c'est un événement historique. La Russie qui fait la guerre, c'est la deuxième puissance mondiale. L'Ukraine est un pays pro-européen qui touche l'Europe. Donc il y avait plein de faits qui faisaient que je devais, moi, pour les intérêts journalistiques et historiques, de venir en Ukraine. De quand date le dernier bombardement que vous avez vécu? Hier. La ville de Kiev est-elle détruite? La ville de Kiev n'est pas détruite, c'est une très grande ville. Elle a subi, j'ai pas compté les bombardements, mais depuis que je suis là, je dirais à peu près une quinzaine, je pense, de bombardements sur des sites bien précis et parfois sur des immeubles ou des maisons qui sont assez éloignés et toujours sur le nord-ouest de Kiev, donc à plusieurs kilomètres du centre. Et encore une fois, la ville de Kiev vit quasi normalement avec tout ce qu'il y a en manque aujourd'hui. Donc les gens ne travaillent plus, les magasins sont fermés. Pourquoi les Ukrainiens restent-ils dans leur pays? Il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'argent, il y en a beaucoup qui se disent mais pour aller où? Voilà, c'est compliqué, partir comme ça, de tout lâcher. Et puis il y en a beaucoup qui restent parce que ils ont confiance en leur armée, ils ont confiance en eux, et puis ils sont là pour défendre leur pays. Où êtes-vous logé? Je dors à l'hôtel et je mange en général à l'hôtel. Tout va bien, je peux me reposer. Les nuits où je suis là, la majorité des nuits où je suis là, je peux me reposer et c'est important. Alors bien évidemment, cette guerre est dans un pays civilisé et c'est pas toujours le cas pour le métier que j'exerce, où très souvent nous sommes dans des pays où on marche pendant des jours et des jours, comme par exemple en Afghanistan, où on dormait par terre et il nous arrivait de ne pas manger parce qu'il n'y avait rien à manger, ou comme dans certains pays d'Afrique. Effectivement, il faut toujours prévoir un minimum avec soi parce qu'il n'y a pas, comme dans ce cas ici, en Ukraine, des hôtels et des possibilités de se nourrir. Développez-vous des liens fraternels avec votre fixeur? C'est des relations humaines, bien sûr. Donc, parfois, il y a des gens avec qui on s'entend très très bien et qui, effectivement, on reste en contact. Et puis, il y en a d'autres, ça colle pas pour X raisons. Ils sont pas assez réactifs ou parce qu'ils parlent pas forcément bien la langue ou parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on cherche. Et j'ai, moi, une responsabilité puisque je suis son employeur, c'est que je n'emmènerai jamais mon fixeur sur une ligne de front ou à un endroit qui soit dangereux. Avez-vous peur de mourir?
C'est quelque chose qui n'est pas envisageable, donc je laisse pas la peur ni la pensée. Mais par contre, oui, j'ai peur quand je suis en danger. Et on termine avec les questions des élèves de terminale G4 du lycée Beau Séjour. Parce que certaines questions sont redondantes avec les précédentes, je te propose d'apporter des réponses courtes. On écoute Carla. Y a-t-il des endroits dans la capitale où la guerre ne semble pas présente ? Oui, la ville de Kiev est 6 fois grande comme Paris, au moins. Et les quelques bombardements qu'il y a eu sont assez localisés dans le nord-ouest. Et ça détruit un immeuble ou 2 ou 3, mais tout le reste de la ville vit complètement normalement. Comment êtes-vous vu par les autorités ukrainiennes ? Alors, à la fois, ils ont besoin de nous, et à la fois, ils nous empêchent de travailler pour tout ce qui est militaire. Donc, c'est assez exaspérant parce qu'on n'arrive pas à avoir les infos qu'on voudrait nous rapporter et on n'arrive pas à faire correctement notre métier. Donc, on travaille beaucoup avec les civils, mais nous ne faisons rien avec les autorités. Quelle vision les Ukrainiens ont-ils de l'attitude de la France à leur égard ? On est un petit peu dépendant toujours en fait des déclarations du président. Parce que c'est la voix de la France. Le président Macron a essayé de faire instaurer une paix, il a beaucoup discuté avec Poutine, et ici ça n'a pas été forcément très bien vu par exemple. Et en même temps, on donne visiblement beaucoup de matériel militaire, beaucoup d'argent, beaucoup d'aide. Donc les gens sont conscients aussi que nous sommes très, très impliqués pour les aider ici. Donc j'ai eu aucun problème en étant français. Après, il y a une espèce d'espionnite qui se fait, ils ont peur de tout, parce qu'il y a eu soi-disant des Russes qui avaient passé les lignes adverses, des espions. Après, il faut comprendre, hein, c'est logique, c'est normal. Hein. Moi, quand j'arrive, par exemple, avec mon appareil photo quelque part, il y a des civils qui me sautent dessus et qui me demandent mes papiers. Et qui m'amènent, par exemple, qui appellent le policier parce que je suis là. Ils vivent avec la peur. Comment les habitants concilient le risque du Covid et le risque de la guerre ? Quand je suis arrivé il y a un mois, nous étions encore, quand même, la crise du Covid assez présente, et donc avec les masques dans l'avion, à l'aéroport, et en Pologne, c'était encore très présent. Et arrivé à la frontière, alors là, ici en Ukraine, plus personne n'avait le masque. Et plus de gestes barrières, et plus rien. Pour eux, la guerre était beaucoup plus importante que le Covid. La guerre avait pris le pas sur le Covid. C'est une évidence. Quelle a été la photo la plus dure que vous avez prise ? Je dirais que le choc a été assez dur quand j'étais au pont d'Irpin et qu'il y a eu l'évacuation de l'hospice d'Irpin. Donc ces personnes âgées, certaines grabataires, et c'était très très dur. C'était assez ignoble parce que faire vivre ça à ces gens qui sont en fin de vie, c'était très dur. Pourquoi ce choix de matériel ? Actuellement, je travaille juste avec un appareil photo et qui est un moyen format numérique qui me permet d'avoir un cadrage de style documentaire. Je ne travaille que très peu en post-production. Je retouche, il y a plein d'images, je retouche à peine, je fais ressortir un tout petit peu les noirs. Ne pas retoucher l'image me semble assez primordial, surtout sur des événements comme celui-ci, qui sont des événements historiques. Je ne suis pas là pour faire de l'art. Avez-vous déjà subi des menaces de mort, des agressions ? J'ai subi effectivement des menaces de mort, des agressions nombreuses, mais surtout beaucoup d'humiliation. Ouais. C'est très difficile à gérer psychologiquement parce que ça n'a rien d'agréable. Je ne peux pas toutes les décrire et je ne peux pas donner d'exemple parce que ça mériterait que je sois en face de vous et qu'on en parle face à face. Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour montrer la réalité du monde à l'humanité ? Alors, je ne risque pas ma vie tous les jours, bien heureusement. Nous ne sommes pas des héros. Il arrive des fois que nous soyons pris effectivement sous le feu, mais la plupart du temps, loin de là. Le cinéma n'a rien à voir avec la réalité, par exemple. Pensez-vous aider l'Ukraine avec vos photos ? Mes photos ne sont pas là pour aider, mais elles sont là pour laisser trace dans l'histoire. Une sorte de témoignage quelque part. Les photographies ne changeront jamais le monde. Elles sont là pour laisser trace de comment l'humain s'est conduit. C'est l'histoire qui m'intéresse.
Enfin, des étudiants de licence professionnelle de photojournalisme de l'UPVD de Perpignan ont tenu eux aussi à t'interroger. Alors je vais lire leurs questions adressées par écrit, avec d'abord une question de Lou. Pourquoi choisir de partir dans cette zone de guerre alors qu'il y a déjà de nombreux journalistes français présents sur place? J'étais presque dans les premiers. Ça fait un mois, donc je n'étais pas dans les derniers. Et puis surtout, ça m'intéressait de venir, parce que c'est aussi un pays qui est proche de l'Europe. Ce sont des gens qui vivent comme nous. Quand ils ont fui, quand ils passaient le pont d'Irpine, les uns à côté des autres, des milliers de gens, tous les gens emmenaient leurs animaux. Ils portaient leurs chiens, leurs chats, leurs canaris. C'est ce qui fait qu'effectivement, ils nous semblent assez proches de nous. Ils sont habillés comme nous. Et je suis désolé de faire ce rapport. J'espère que ce ne sera pas mal pris. Mais je pense que les Occidentaux ont beaucoup réagi parce que justement, il y a une ressemblance énorme. Beaucoup plus que malheureusement que quand ce sont des Africains ou quand ce sont des Syriens ou des Afghans. Merci pour ta réponse. Laisse-moi te poser quelques questions de deux autres étudiantes, futures professionnelles du journalisme. Alors je reformule les questions de Flavie et d'Élodie en éludant certaines auxquelles tu as déjà répondu, pour savoir comment tu as trouvé ton fixeur. Alors en général, soit on cherche des étudiants en langue, soit des journalistes locaux. C'est aussi simple que ça. Comment tu te protèges psychologiquement de ce que tu vois et de ce que tu supportes au quotidien? La réponse est compliquée. Je gère, comme on dit. Parfois, il m'arrive effectivement d'avoir les émotions qui remontent parce que c'est souvent extrêmement fort. C'est pas toujours facile. On a le droit de craquer, c'est ça, je veux dire, c'est normal qu'on ait des coups de mou, qu'on soit dans l'empathie. La seule chose, c'est qu'il faut se reprendre et se remettre en route très vite. Et encore une question de Flavie et Élodie. Comment envisages-tu ton retour? Je précise peut-être leur question pour l'élargir. Après des semaines de conflit, comment retrouve-t-on la vie normale? On déprime? On est heureux? On est soulagé? Comment se passe ce retour? Et on est content de rentrer parce qu'en l'occurrence, moi, ça fait un mois, je suis encore resté un petit peu, mais je commence à fatiguer. Il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours se ressemblent. On travaille tous les jours. Des très longues journées. Le retour se fait au sein de la famille, donc tout se passe bien. J'ai la chance d'avoir une super famille qui fait que ça a été mon ciment, mon bloc. Et c'est certainement grâce à eux que je ne suis jamais allé trop loin et que parfois j'ai décidé d'arrêter de rentrer. On peut t'écouter tous les jours sur tes réseaux sociaux pour suivre l'avancée de tes travaux. Les adresses seront affichées à la fin de ce sonorama. J'en profite pour adresser un grand merci au Centre du photojournalisme de Perpignan qui nous a transmis toutes ces questions de jeunes gens dont certains suivront peut-être ta trace, qui sait.